toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air pour un nouveau débrief, celui à nouveau des finales des playoffs de Betclic Elite. Et après, bien après la correction ciné Mike James au match 1, le rebond parisien au match 2, la troisième rencontre entre Paris et Monaco aura été celle de la réaction côté principauté Paris 59. Monaco 88, les Parisiens n'ont quasiment rien pu faire pour leur premier match des finales à l'Arena. La Roca Team a ultra dominé cette rencontre avec un très bon départ et des Parisiens avec un TJ Short muselé, un Nadirifi pas forcément aussi efficace que par exemple lors de la dernière sortie à Gaston Médecin. Ben, les Parisiens n'ont pas pu rivaliser sur cette rencontre avec Monaco, une partie que nous allons débriefer avec Théo qui m'accompagne. Salut Théo. Hello. Théo, pour commencer, tout de suite rentrer dans le vif du sujet de ce débrief, est-ce que là, sur cette troisième manche des finales de Betclic Elite, on a assisté à la prestation la plus aboutie de Monaco, parce que je parlais du match 1 avec notamment, je parlais d'une correction signée Mike James, parce que la star monégasque avait signé une énorme rencontre avec plus de 30 points, et il avait été omniprésent pour mettre les joueurs de la principauté sur les bons rails, mais là, vraiment, Monaco a, on peut dire, livré une prestation collective à l'Adidas Arena, à la fois défensivement et offensivement. On va en revenir en détail. Mais déjà, globalement, on peut dire, je pense que c'était le meilleur match de Monaco et que Paris n'a pas pu faire grand-chose pour enrayer cela. Ouais, Monaco a été très très bon. Comme tu l'as dit, au match 1, c'était plus sur des individualités, si on peut dire ça comme ça. Monaco, sur ce match 3, a montré que c'était une véritable équipe d'Euroleague et que ça fait très mal quand c'est des soirs comme ça contre une équipe d'Euroleague. Ça fait très très mal d'affronter des équipes comme ça. Monaco a été bon dans tous les compartiments du jeu, en défense, en attaque. Moi, ce qui m'a choqué, pour dire ça comme ça, c'est vraiment la réussite. Il y a des soirs où des équipes ont de la chance et d'autres non. Enfin, d'autres soirs, tu n'as pas de chance. Monaco, hier, était vraiment frappé par une sorte de bénédiction qui a fait que même des paniers improbables, il y a un buzzer d'Elio Kobo, quasiment du milieu de terrain, qui rentre pour clôturer la première mi-temps. À la fin du troisième quart, pareil, il y a un très très gros buzzer. Il y a énormément d'actions à 3 points suivies d'une faute, donc des 3 plus 1 qui sont rentrés. Des shoots assez acrobatiques, quand de l'autre côté, côté parisien, tu loupes des lay-ups assez faciles, à l'image de Nadjerifi qui en a loupé deux trois vraiment où il était ouvert et il a juste à mettre un peu plus de puissance pour ajuster son tir et ça rentre pas, ou à l'image de Kratzer qui, pareil, sur des secondes chances, se retrouve tout seul parce qu'il surprend un petit peu la défense monégasque et au final, il n'arrive pas à ajuster son tir. Donc, un match des opposés. Paris a été totalement dominé et comme je l'ai dit, quand t'as pas de chance et que de l'autre côté tout rentre, c'est compliqué de rivaliser, surtout avec le talent de cette équipe de Monaco. Ouais, l'un des rares bons passages, pardon, de Paris dans ce match, c'était dans le deuxième quart-temps, quand Paris a réussi à retrouver un petit peu sa défense, à faire quelques stops. Ça a permis également à Paris de pouvoir marquer un petit peu plus facilement en attaque parce que ça a été compliqué toute la soirée, notamment, je le disais, par rapport au fait que TJ Shorts a été bien contenu par la défense monégasque. Mais est-ce que tu peux au moins évoquer avec moi ce deuxième quart-temps qui a été plutôt bon pour Paris? Il y a eu voilà, quelques bonnes minutes et c'est à peu près tout ce qu'on peut retenir de positif dans cette partie pour les hommes de Thomas Isalo. C'est symptomatique de ce système Isalo, c'est que vraiment tes attaques et la puissance de tes attaques et leur efficacité, ça passe par ta défense. Les rares moments où Paris a été efficace et a pu enchaîner 2-3 possessions réussies en attaque, c'est parce que de l'autre côté, tu réussissais à bien défendre, à créer de la transition, même s'il y en a eu peu sur ce match. Parce que la défense de Monaco était très très bonne et s'était préparée à ce jeu de transition qui est fort côté parisien. Mais c'est vrai que l'attaque a été bonne sur, je dirais les 5-7 minutes, dernières minutes de la première mi-temps, où tu as un petit rebond, Paris était à -17 et Paris revient jusqu'à -11 juste avant la mi-temps. Donc tu reviens un petit peu légèrement, mais c'est vraiment l'attaque est bien revenue grâce à cette défense et malheureusement on n'a pas su tenir et continuer à bien défendre, et ce qui a provoqué cette dégringolade au score. Et pourquoi Paris n'a pas réussi
comment dire, à s'opposer à Monaco sur le demi-terrain, bah, c'est notamment, voilà, on l'a effleuré le sujet, mais c'est l'un des gros thèmes de ce débrief, c'est le fait que TJ Shorts n'a pas réussi à s'exprimer sur cette rencontre. C'est l'une des rares fois cette saison où il a été aussi, on va dire, entre guillemets, muet sur une rencontre. Il termine à 9 points, 3 passes décisives, une perte de balles, malgré tout 9 fautes provoquées. Mais voilà, en 22 minutes de jeu, c'est l'un des plus petits matchs de TJ Shorts. J'ai le souvenir que je crois qu'il met son premier panier dans le jeu, l'un de ses deux seuls paniers dans le jeu, et son premier à la fin du troisième quart-temps. Donc autant dire que ce n'est jamais arrivé cette saison. Qu'est-ce que, comment tu peux un peu expliquer, toi Théo, tu étais à la salle, quelles sont toi les choses qui t'ont marqué sur le fait que sur le fait que TJ Short n'a pas pu s'exprimer sur cette troisième manche des finales de Betclic Elite. Qu'est-ce qu'a fait Monaco pour complètement mettre sous l'étau le meneur parisien? Bah, déjà, Yacouba Ouattara a été envoyé en mission quand même. Il a été dans le 5 majeur. Mm. C'est vrai que toi, tu le disais, tu comprenais pas, entre guillemets, pourquoi Obradovic ne l'avait pas fait plus rapidement. C'est vrai que là, ça a été tout de suite une évidence parce qu'il a muselé TJ. Même il y a eu des passages où TJ n'est pas là en Il fait, il a s'occupe de été, Nadir Effi aussi, voilà, pardon. il a été sur Nadir. En fait, il s'est occupé de l'attaquant le plus fort qu'il avait en face de lui. Donc, il l'a fait avec brio. Franchement, offensivement, c'est pas un joueur qui a eu un apport monstrueux, mais défensivement, il a eu un gros apport parce il a gêné très très bien les joueurs en s'adaptant très très bien, en fermant la ligne à 3 points pour Nadir. Et côté TJ, il est resté bien solide sur ses appuis et il a pas poussé trop loin parce qu'on sait que TJ à mi-distance ça peut faire très très mal et ça fait très très mal. Il a été juste, il a été très très juste en défense et c'est ce qui a provoqué sûrement cette petite perte de confiance et de TJ et de Nadir qui a fait que ils ont été aussi muets. Comme tu l'as dit, TJ, c'est rare cette saison qu'il marque aussi peu de points. Si je dis pas de bêtises, c'est la troisième ou quatrième fois qu'il est en dessous des 10 points cette saison. Donc c'est dire la régularité et la force de ce gars. Mais il finit à 9 points. Et comme tu l'as dit, il a scoré, il a pas scoré pendant très très longtemps, hormis des lancers francs. Il finit à 2 sur 10 au global au tir, avec un 0 sur 5 à 3 points. Donc ça a été une soirée très très compliquée pour TJ. Et il n'y a personne qui a su prendre le relais offensif de TJ qui a eu de la peine, qui était en peine hier soir. Mais il y a eu personne pour prendre ce relais, donc c'était très compliqué. Offensivement, une soirée très très compliquée et défensivement aussi. Donc tu pouvais pas espérer grand-chose malgré un léger retour, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le deuxième quart. Ouais, il y a un historique un peu TJ Shorts avec Monaco, parce qu'il a quasiment toujours été en difficulté. Alors là, je parle hormis sur ses finales, toujours été en difficulté face à Monaco, notamment lors des deux matchs de saison régulière. Je crois qu'il était à peu près à 10 d'évaluation sur ces deux matchs-là, ce qui pour TJ Shorts est très très peu. Il avait été beaucoup plus en vue lors de la demi-finale de Leaders Cup. Mais et là, sur ces playoff de Betclic Elite, à part ce match 3, c'était plutôt du bon TJ Shorts. Mais c'est vrai qu'on sent que face à Monaco, il y a des difficultés. Et j'ai envie de dire, enfin, Sasa Obradovic, qui est assez critiqué, notamment par les fans monégasques, de son peu de, peu de rotation, du peu d'ajustement qu'il peut faire. Là, il en a fait un, tu le disais, mettre Yakuba Ouattara dans le sac majeur pour qu'il s'occupe, à l'image un peu d'un Tyson Ward à Paris, des meilleurs joueurs adverses offensifs. Ça a bien marché et je rajouterais sur ce que tu disais sur la défense sur TJ Shorts, je trouvais qu'on essayait un peu plus de le couper. Je voyais par exemple Amatou Strazel qui orientait un peu son corps, ses bras pour essayer de gêner les lignes de passe pour que vraiment la mécanique du jeu offensif parisien soit un petit peu, pas non plus, pas qu'elle soit totalement déréglée, mais que il y ait des petits retards, des petits temps de retard qui fassent que la défense, l'attaque parisienne sur demi-terrain mette un petit peu plus de temps à se mettre en place. Et tout ceci, ça, en tout cas sur ce match 3, ça a concouru au fait que Paris a eu de grosses difficultés sur demi-terrain. Ça s'était déjà vu sur les autres rencontres, mais ça avait été entre guillemets sauvé, notamment au match 2
par les performances de Shorts et Diffie. Et justement, je voudrais un petit peu ton avis là-dessus. Est-ce que là, encore sur cette rencontre, Monaco a mis en évidence une certaine dépendance du jeu de Paris euh, ou à son duo d'arrière? Parce qu'on a vu qu'au final, on le disait, une grosse défense sur Shorts et Diffie sur les extérieurs. Monaco qui a également souvent l'habitude de défendre assez bas à l'intérieur. Il y a des opportunités, notamment à mi-distance, sauf que le reste des joueurs du roster parisien ne sont pas capables de les exploiter parce que ce sont beaucoup des joueurs qui évoluent soit très proches du panier, on pense à des Justin Simons, on pense aux intérieurs, ou sur les extérieurs, on pense par exemple à Sébastien Herrera, mais il n'y en a pas forcément qui sont capables de sanctionner les parties du terrain que Monaco va laisser à Paris et qu'il laisse intentionnellement. C'est là le petit défaut, entre guillemets, de Paris sur ces finales par rapport à l'effectif, par exemple, d'un Monaco, c'est qu'il y a des situations que les joueurs parisiens, autres que leurs stars, ne sont pas capables de sanctionner, Théo. C'est dans cette situation-là que je me dis que Colin Malcolm aurait pu faire beaucoup de bien parce que Mm. c'est pas forcément un joueur très à l'aise comme TJ. C'est pas un joueur à l'image de TJ, pardon, c'est pas un joueur très à l'aise à mi-distance, mais il a une alternance tellement forte dans son jeu. Il peut sanctionner à l'intérieur à 3 points. Je pense pas que ça aurait changé énormément, énormément, mais c'est toujours une rotation en plus et un joueur très intéressant qui, même offensivement et défensivement, hein, peut t'apporter. Mais sur le cadre offensif là dont on parle, c'est vrai que c'est quelqu'un qui aurait pu te faire beaucoup de bien parce qu'il sait tirer les défenses à 3 points, mais il sait aussi sanctionner, il sait attaquer au poste. Il aurait pu faire beaucoup de bien et c'est vrai que dans ce registre-là, c'est un petit peu Tyson Ward qui est sorti un petit peu, alors dans un moindre mal, j'ai envie de dire, parce qu'il n'a pas non plus été grandiose, mais il termine meilleur éval de Paris hier. Il a joué 31 minutes, il a marqué 8 points, il a fait 6 rebonds, 3 passes et une interception. Si tu rajoutes un Colin Malcolm avec j'ai envie de dire, un jeu assez similaire et dans une mesure assez similaire, c'est pas forcément le même match. Donc c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir Colin Malcolm et même des deux côtés, hein. On aimerait avoir tout le temps les meilleurs match-up et tous les joueurs au complet. Mais là, côté Paris, je pense que, comme tu l'as dit, c'est dommage d'avoir des joueurs qui sont pas forcément à l'aise dans tous les registres offensifs. Tu as des joueurs, hormis comme tu l'as dit, TJ, enfin tes arrières, au final, TJ et Nadir, des joueurs qui sont à l'aise à 3 points ou à mi-distance ou qui peuvent en drive. Tu as des joueurs vraiment très spécialisés, comme Sébastien Herrera qui est plus dans la sanction à 3 points. C'est dommage de ne pas avoir voilà, ce même joueur qui est très fort à 3 points, mais qui sait aussi sanctionner, comme tu l'as dit, à mi-distance ou qui peut rentrer à l'intérieur. Et c'est dans ce cadre-là que pour moi, Colin Malcolm aurait pu faire du bien. Oui, surtout que Colin McTom a cette capacité, par exemple, en étant à 3 points, de pouvoir attaquer le cercle depuis cette ligne. Donc, de changer un peu les choses à la manière d'un Tyson Ward, mais qui, hormis ce match 3 était un petit peu en difficulté dans la série. Donc là, il a su rebondir, même si ça ne s'est pas retranscrit sur sur le résultat collectif. Mais c'est vrai que on avait pu avoir dans la saison des joueurs qui apportent un peu plus que leur rôle. À Sébastien Herrera qui porte un peu plus le ballon, ben voilà, un Colin McTom qui pourrait apporter un peu plus, mais c'est aussi la difficulté là de surpasser ses fonctions face à une équipe de niveau Euroleague qui, quand elle met l'intensité physique qu'elle a mis au match 3, c'est quand même pas la même chose et c'est pas la même chose que des matchs d'Eurocup, que des matchs de saison régulière de Betclic Elite. Ça demande aux joueurs parisiens d'élever encore leur niveau et est-ce que les joueurs de rotation de Paris peuvent encore élever leur niveau par rapport à ce qu'ils ont déjà fait cette saison? Pour l'instant, ça me paraît difficile en l'état. Et c'est pour ça que c'est compliqué quand les deux joueurs stars de Paris ne répondent pas, entre guillemets, présents. Mais là, on les a également mis en difficulté. Donc, c'est pas forcément juste une contre-performance individuelle. C'est vraiment aussi la défense monégasque qui les a fait, qui les a fait rater et qui les a fait déjouer. Donc voilà, c'est ça aussi qui est compliqué pour un peu terminer sur cette partie où on aborde les joueurs de rotation, on ne s'attendait également pas à ce que dans cette finale, les intérieurs de Monaco apportent autant. Alors ça ne se voit pas forcément
dans les statistiques, ça saute pas forcément aux yeux, mais Danta Hall, 6 points, 8 rebonds, donc 4 rebonds offensifs. Petre Corneli qui joue encore 15 minutes sur cette partie, alors qu'il marque que 2 points et qui fait 4 passes décisives. Mais ce sont des joueurs qui ont des très bons apports sur les peu de minutes qu'ils ont. Ce sont des apports qu'ils n'avaient pas forcément en saison régulière. Alors, Donta Hall, aussi, était déjà assez utilisé par Monaco, que ce soit en championnat ou en Euroleague. Mais on ne pensait peut-être pas, Théo, qu'ils allaient avoir autant d'importance, sachant que des Donatas Motiejunas et des John Brown ne jouent pas. Et c'est aussi là que se fait un petit peu la différence face à Paris, c'est que Monaco peut compter sur ces joueurs qui ne sont pas forcément, ben voilà, ces têtes d'affiche. Je pense également à Mamja Ute que j'ai pas cité, qui sur cette rencontre fait également 6 points et 6 rebonds. Mais Paris n'a pas cet apport-là. Et quand déjà les stars monégasques sur le bac court enfilent les points, et c'était le cas sur ce match 3, Jordan Lloyd 12 points, Elio Kobo 20 points, Matthew Strazel 11 points. Si on rajoute en plus les points de ces intérieurs, ça devient très, très compliqué pour Paris. Bah, c'est là que tu vois sur le secteur intérieur, il y a un monde d'écart entre les 2 équipes parce que, comme tu l'as dit, des joueurs qui en l'absence des cadres de l'intérieur qui sont, Motié Younas et John Brown, il y a des joueurs qui sont censés être des joueurs plus de rotation, qui font vraiment très, très mal, alors que les titulaires vraiment indiscutables de Paris à ces postes-là, qui sont Kratzer et Yantunen notamment, qui sont vraiment ses titulaires en fin de saison, et enfin pour Kratzer toute la saison, mais surtout Yantunen qui a alterné bon, beaucoup avec Simon et Malcolm dans un autre registre quand il était là. Tu vois vraiment que t'as un monde d'écart entre ces deux équipes sur le secteur intérieur parce que vraiment, tes joueurs de rotation à Monaco, même si Zalo aime bien avoir des joueurs spécialisés dans ce poste-là, en termes de talent, ils sont supérieurs à tes titulaires à Paris. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Et comme tu l'as dit, quand à ça tu ajoutes les arrières monégasques qui sont vraiment monstrueux, au final, c'est des joueurs, les joueurs intérieurs, c'est plutôt des joueurs de second plan, mais ils remplissent parfaitement leur mission. Tu as parlé notamment de Jaïté. Moi, c'est vraiment, on en a parlé aussi un petit peu de Donta Hall. Alors sur ce match-là, ça s'est moins vu, mais Corneli fait aussi, tu l'as dit, une très très bonne série. Et c'est vrai que ça s'est moins vu sur ce match-là parce qu'il marque entre guillemets que 2 points et il joue que 15 minutes, mais il a une manière d'attirer les défenses où à Paris, tu n'as personne qui sait faire ça. Donc il y a vraiment un monde d'écart entre ces 2 équipes à l'intérieur et c'est bien dommage et ça montre un reflet assez qui se confirme de jour en jour, hein. C'est vrai que en fin de saison, enfin avant les playoffs, on pouvait se poser la question, voilà, est-ce qu'on garderait ce secteur intérieur pour performer l'année prochaine? Je pense que le débat s'ouvre de plus en plus sur ces playoffs parce que les intérieurs de Paris ne sont pas vraiment au niveau, notamment pour Kratzer, pour Yantunen, même s'il y a eu des petits flashs. Moi, ma satisfaction à l'intérieur, c'est vraiment Justin Simon qui en poste 4 et même parfois sur des séquences assez courtes en poste 5 fait vraiment des très très bons travaux pour le talent, j'ai envie de dire, et le profil qu'il a, parce que c'est pas un joueur très très à l'aise à 3 points, mais il a été capable de montrer que il pouvait en marquer. Pareil au lancer franc, on sait que c'est souvent compliqué, mais il est capable d'en marquer aussi. Il y a une belle amélioration, une belle adaptation de Justin Simon à ce profil à cette équipe qui vraiment est. Lui, il est arrivé en cours de saison. Il y a des joueurs pour qui c'est compliqué et ça a été compliqué pour lui en début enfin, dès qu'il est arrivé à Paris, mais c'est vrai qu'il s'est bien adapté. Mais côté parisien, c'est vraiment très compliqué. Ces playoffs à l'intérieur, c'est vraiment compliqué. C'est tout le problème, c'est que tu cites Justin Simon en parlant des intérieurs, alors que bah voilà, si tu as un faux intérieur entre guillemets, enfin il a le jeu d'un intérieur presque, mais dans un corps délié, et c'est là où réside tout le souci pour Paris. C'est pareil quand on mentionnait par exemple les bons passages du Michael Yantunen, quand parfois il est aligné sur le poste 5 avec sa capacité d'écarter le jeu, mais en fait ce sont je vais les appeler les intérieurs bis de Paris qui fonctionnent bien. Et le souci, c'est que ces intérieurs de métier, ben, voilà, en championnat de France en régulière, ça passe, en Eurocup, ça passe également. Mais quand
en phase finale face à une équipe du niveau de Monaco, quand elle se décide à jouer à ce niveau-là, parce qu'on sait que c'est assez fluctuant, on va dire la concentration et l'intensité que les Monégasques peuvent mettre dans leur rencontre, mais quand ils sont en tout cas focus, comme c'était le cas au match 3, ça devient très très compliqué pour Paris. Peut-être, ouais, on peut finir là-dessus, l'une des pistes à venir pour Paris pour essayer de... Alors c'est déjà peut-être d'espérer un brin moins de réussite de la part des Monégasques, parce que c'est vrai qu'au-delà de leur plan de jeu, qui était de mettre plus d'intensité, de chambouler un peu plus Paris, et notamment TJ Short sur le demi-terrain, ils ont eu également pas mal de réussite sur certains tirs qu'ils ont rentrés. Ce sera également peut-être d'essayer de changer leur jeu, parce que depuis le début de la série, on sent qu'ils attendent beaucoup à l'intérieur, qu'ils délaissent un peu le mi-distance, et que là, ils ont encore plus chassé sur les extérieurs. Alors, ce sera peut-être d'un petit peu de faire sortir leurs intérieurs en plaçant justement un Michael Yantunen en 5, un Justin Simon en 4, vraiment partir sur des line-up très small ball pour peut-être essayer que Sasa Obradovic soit entre guillemets obligé de sortir Jaite, de sortir. Après, ce qui est compliqué, c'est que des Corneli et des Dontaol peuvent rester sur des line-up où ça joue petit. Donc, c'est là aussi où ça complique potentiellement la tâche de Thomas Ciso. Mais est-ce que tu penses que ça peut être une piste pour le prochain match, essayer, à tort ou à raison, de peut-être jeter tout le dévolu de Paris sur les extérieurs, parce qu'entre guillemets, il n'y a que ça qui marche, que ce soit pour les postes 1-2, mais même pour les postes 3-4-5, de tout jeter à 3 points. Et puis, on verra bien si la pièce, elle tombe du bon côté à la fin. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Bah, c'est vrai que la question de l'adaptation, elle va se poser parce que quand tu sors d'un match aussi peu convaincant, offensivement comme défensivement, tu te dois de réagir, surtout quand tu es dos au mur. On l'a répété plein de fois, mais on n'en voudra pas à ces joueurs que l'aventure s'arrête là. Mais on sait le mental et l'esprit de gagne qu'ils ont. Et eux, je pense qu'ils le refusent totalement. Donc déjà, je pense que Paris va au moins avoir l'honnêteté d'essayer des choses. Après, ça marche pas, comme tu l'as dit, c'est le côté de la pièce, hein. On peut pas forcément réussir à chaque fois. Moi, je pense qu'ils vont s'adapter dans tous les cas. C'est vrai que la question de l'adaptation, elle se pose et j'ai pas spécialement de réponse à te donner, mais je pense que, comme tu l'as dit, c'était vraiment un match, et je l'ai dit en début de podcast, c'était vraiment un match contraire d'adresse. Paris finit à 20% à 3 points, quand de l'autre côté, Monaco finit à 13 sur 29, donc 45%. C'est pareil, ils ont été meilleurs, alors légèrement, mais ils ont été meilleurs à 2 points. C'est vrai que la question de l'adresse, c'est certainement la plus potable entre guillemets pour Paris. Vraiment se dire que Monaco fera pas le même match 4 à l'adresse et que potentiellement ça peut tourner en la faveur de Paris. C'est un risque à prendre. Maintenant, moi je pense que comme tu as dit, c'est vrai que être plus, enfin, être plus fort à l'intérieur et faire sortir tout le monde vers l'extérieur, ça peut être une piste à exploiter et je pense que c'est ce qui va être privilégié. Voilà, maintenant, à voir comment ça va être articulé. Est-ce que, comme tu l'as dit, ça va être sur des line-up un peu plus small ball ou alors un peu plus d'agressivité? Parce que c'est vrai que on l'a vu en début de match, mais cette agressivité des Parisiens, elle s'est perdue au fil du match parce que tu faisais des fautes qui n'étaient pas forcément utiles et l'agressivité, tu l'as pas placée au bon endroit. Donc, il y a plusieurs pistes, mais c'est vrai qu'il va falloir réagir dans tous les cas et ça passe par fermer cet accès intérieur et espérer un peu moins d'adresse pour Monaco. Ouais, ça passera peut-être aussi par un peu plus d'associations short Sifi, pour que même si tu places par exemple un Yakuba Ouattara sur un des deux, et il y en ait un qui puisse exploiter s'il a un joueur moins fort défensivement sur lui, pourquoi pas, à explorer, sachant que Nadirifi a pas mal joué de meneur sur cette série, donc il pourrait prendre entre guillemets la place d'un TJ Shorts qui remonte la balle. Peut-être que voilà, ça donnerait d'autres possibilités pour Paris. On verra voilà quels seront les choix de Thomas Isalo pour le match 4. De toute manière, on le sait depuis le début de la série, mais ça dépend beaucoup de Monaco, de la manière dont ils se ramènent à chaque match. On l'a vu, quand ils sont concentrés, quand ils mettent les ingrédients, notamment l'agressivité et l'intensité, euh, c'est quand même difficile pour Paris de rivaliser. Et on voit là la différence. Déjà que Paris a un bel effectif, mais on voit la différence avec une armada pardon, qui est faite pour l'Euroleague, qui est faite pour jouer sur plusieurs tableaux. On voit ce que ça peut donner quand tout clique. Donc on verra ce que ça donnera pour la quatrième manche.
qui sera toujours à l'Adidas Arena. Ce sera mercredi 12 juin à un horaire cette fois enfin respectable, un soir de semaine. Ce sera à 21h05 précisément, toujours sur la chaîne L'équipe. Voilà, maintenant les Parisiens sont dos au mur. Ils l'ont déjà été à deux reprises dans ces playoffs, contre Cholet, contre l'Asvel. Il faudra donc désormais, ça ne change pas, il faudra toujours gagner deux matchs, mais cette fois-ci plus le droit à l'erreur désormais pour Paris s'ils veulent encore espérer soulever un troisième titre cette saison et réaliser le triplé. En attendant, c'est ainsi que se termine ce débrief du match 3 de la finale entre Paris et Monaco. On vous invite comme d'habitude à nous suivre sur les réseaux sociaux @ParisB-8 on air sur Twitter et Paris Bibolonaire sur Instagram. Voilà, restez connectés, on vous fera soit le débrief d'un match 4, soit le débrief d'un titre, pardon, celui de Monaco. Et voilà, on verra ce que ça nous donnera, soit peut-être le dernier débrief de la saison, soit ce ne sera que l'avant-dernier. Tout cela dépend des Parisiens et des Monégasques. Mais voilà, on se dit donc à très vite. Merci Théo et prenez soin de vous. Bye bye. Salut.